Elle se définit comme une architecte de transformation. Elle accompagne les femmes à prioriser et à conscientiser les choses. Elle est assistante sociale et elle fait du mentoring. Mon invitée est Fatoumata Magassa. Bonjour, je reçois donc Fatou aujourd'hui. Merci Fatoumata d'être présente. Merci de m'avoir invitée. Un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau. On parle mentoring. Oui, on parle accompagnement, on parle femmes. Donc, dites-nous tout quand vous parlez d'architecte, accompagnatrice, comment vous appelez ça? Alors moi, je suis mentor, architecte de transformation et architecte de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, moi, j'ai fait le constat, il y a quelques années, que les femmes avaient des vies sans dessus-dessous parce qu'elles ne savaient pas se prioriser et elles ne savaient pas quelles étaient leurs priorités. Et partant de ce constat, je me suis dit, il faudrait qu'on les amène, c'est justement ces femmes, à avoir un soubassement solide pour pouvoir construire leur vie petit à petit, étape par étape, strate par strate, pour que justement elles puissent aller chercher leur place et pas la place que la société veut leur donner. Et c'est de là qu'est parti, c'est de ce constat que je me suis dit, Fatoumata, tu as une idée, tu réponds à un besoin, parce que ça a été mon besoin à moi-même il y a quelques années. Et en répondant à ce besoin, tu vas aider beaucoup de femmes justement à trouver leur place et aussi les hommes parce qu'ils ont la chance d'avoir des femmes épanouies, des femmes à leur place, à leur côté. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, on va repartir dès le début. C'est quoi votre parcours, Fatoumata, avant d'arriver à ce mentoring? Moi, à la base, je suis assistante sociale. Donc, j'ai toujours été dans l'accompagnement des personnes en difficulté, des personnes. Mon but, ça a toujours été de faire en sorte que, même en tant qu'assistante sociale, que la personne qui vient me voir, une fois qu'elle est passée entre mes mains, entre guillemets, elle n'ait plus jamais besoin de venir me voir parce que je voulais lui donner justement les clés pour pouvoir se débrouiller toute seule. Donc, je suis une personne qui a passé son temps à aider les gens et qui n'a pas su se prioriser. Et à un moment donné, la vie m'a envoyé un stop en me disant, là, ça suffit, il va falloir apprendre à te prioriser toi-même. Pendant un an, je suis restée bloquée à la maison. J'en avais plein le dos. Donc mon dos m'a dit, stop. Et ce stop m'a permis justement de me rendre compte qu'il y avait d'autres choses dans la vie et que si je m'entêtais à faire ça, ben, je ne pourrais plus jamais ressortir de chez moi. Ça a été une période assez difficile parce que moi, je suis active. Depuis que j'ai 17 ans, je travaille. Et rester enfermée à la maison, pour moi, ça a été vraiment limite un calvaire. Mais quand... Ça a été votre déclic. Voilà, mon déclic, ça a été... mal de dos qui m'a clouée à la maison. Plus le médecin qui m'a dit, Madame Magassa, je vous autorise à reprendre le travail si vous prenez soin de vous. Ah, je dis oui, je vais prendre soin de moi. Mais une fois que je suis sortie du cabinet, je me suis dit, comment je fais pour prendre soin de moi? Je sais prendre soin de tout le monde, mais je ne sais pas prendre soin des autres. Moi. Voilà. Je ne sais pas prendre soin de moi. Et ça a été le déclic. Ça a été, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Et une fois que tu auras appris à prendre soin de toi, tu pourras aussi apprendre aux autres, aux autres femmes à prendre soin d'elles. Tout de suite, vous avez commencé à vous dire, ok, je prends soin de moi, mais je veux prendre soin des autres. Ça a pris du temps ou ça a été tout de suite? Ça n'a pas été tout de suite parce que, comme je ne savais pas prendre soin de moi, il fallait que je trouve quelqu'un qui m'aide à prendre soin de moi. Donc, je me suis dit, un coach va m'aider. Donc, je suis allée le voir, je lui ai dit, voilà, je ne sais pas prendre soin de moi. Il a rigolé, il m'a dit, d'accord. Et on a cherché quel était le vrai problème. Le vrai problème, c'était pas tant que je ne savais pas prendre soin de moi, c'est que je n'étais pas alignée avec ce que j'étais vraiment. C'est toujours ce souci de dire, il faut partir à la source du problème, comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en arrivée là. C'est ça, c'est ça. J'étais pas alignée, donc comme je n'étais pas alignée, je ne pouvais pas savoir ce dont j'avais besoin. Et il m'a aidé à m'aligner, il m'a aidé à prendre conscience que ce qu'on me proposait de faire, ce qu'on me demandait de faire, c'était pas ce que moi je voulais faire, et c'était pas ce que j'étais. La place qu'on m'avait donnée dans la société, c'était pas la place
qui était la mienne. Mmh. Et la transformation, elle a été tellement grandiose qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Il y a plein de femmes qui attendent ça. Il y a plein de femmes qui aimeraient justement pouvoir prendre cette place qui est la leur et pas la place que la société leur a donnée. Donc, malgré tout, je me suis formée. Je suis devenue coach, mentor, et c'est de là que cette nouvelle expérience et cette nouvelle aventure a commencé. C'est une révélation. Voilà. Donc, vous avez eu une certification, Oui, c'est ça, oui, oui. dans ce Je me domaine-là? suis formée pendant 1 an, justement, parce que je voulais aussi combattre ce syndrome de l'imposteur qu'on a. Et je voulais vraiment pouvoir apporter des outils concrets aux personnes que j'accompagne pour qu'elles puissent s'en saisir. Et comme je vous dis plus tard, les réutiliser sans moi. Et ça passe par une formation. Donc, on a l'assistante sociale, on a maintenant la mentor. Donc, les deux se combinent. Comment vous arrivez à allier les deux pour n'en faire qu'un dans l'accompagnement? C'est très complémentaire parce que le mentor va faire du mentorat, c'est-à-dire qu'il va accompagner sur des choses où lui-même il a vécu. L'assistante sociale va venir compléter avec toutes les connaissances du système social français qui peut aider justement ces femmes à trouver une formation, à trouver des aides financières si elles en ont besoin. Un emploi, des choses comme ça. Donc c'est très complémentaire et souvent les femmes me disent mais c'est la première fois que je vois ça. Alors peut-être que ça existe d'une autre manière, mais moi je le vois comme ça. C'est deux choses complémentaires. D'un côté on va travailler tout ce qui est la femme en elle-même et de l'autre côté on va travailler tout ce qui est son tissu social. Et ça donne des choses vraiment extraordinaires. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les obstacles émotionnels aujourd'hui que les femmes rencontrent en premier? Enfin, on va commencer par le syndrome de l'imposteur. Une femme, même si elle a tous les diplômes, toutes les connaissances qui peut exister, souvent elle a ce petit syndrome de « est-ce que je suis légitime ?» Donc ça, c'est une des premières choses qu'il faut travailler parce que la légitimité d'une femme ne dépend pas du regard des autres. Il faut qu'elle la trouve en elle-même. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut trouver. Ensuite, ces femmes aussi, elles ont parfois l'impression qu'en se priorisant, elles sont égoïstes. Et ça aussi, c'est un obstacle majeur parce que leur faire prendre conscience que se prioriser, c'est pas être égoïste. Au contraire, c'est un acte d'amour vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de des personnes qu'on a en face de soi. Ça aussi, il faut vraiment l'entendre et le faire entendre et que ça résonne en elle. Parce que ce qui résonne en elle, c'est « je ne suis pas légitime, je suis égoïste, et puis si je vais dans ça, est-ce qu'on va encore m'aimer ?» Ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très important à travailler. C'est un obstacle majeur parce que la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné par la famille, par l'entourage, parce qu'on a changé, c'est des obstacles à travailler. Et quand elles se rendent compte que c'est dans la tête, parce que ta famille ne va pas t'abandonner parce que tu as décidé de t'occuper de toi et de t'occuper d'eux autrement, ça roule. Est-ce que du coup, il y a tout un changement peut-être physique, moral, qui s'accompagne avec cette prise de conscience, cette priorisation que la personne va faire? Oui. Le changement physique, il arrive des fois même en même temps que le changement dans la tête. Parce que une fois qu'on change dans sa tête et qu'on apprend que ce qu'on avait appris avant n'était pas ce qui était bon pour nous, ça se ressent dans la posture, dans le regard, dans la manière, même dans la façon de s'habiller. Il y a des femmes, elles arrivent en coaching, elles sont courbées, elles ont le regard fermé, elles ont des lunettes qui essayent de cacher leur visage. Puis à la fin du coaching, il y en a certaines qui arrivent, elles ont changé de lunettes. Et rien que le changement de lunettes, on se dit, il y a quelque chose qui a changé. Elles apprennent à se mettre en valeur, alors qu'avant, elles apprenaient à se cacher. Et ça, c'est un changement qui se fait aussi bien dans la tête, mais aussi dans ce qu'elle dégage. Physiquement. Dans ce qu'elle dégage. Ouais. Est-ce que tout ça, ça peut être dû aussi à, j'ai envie de dire, nos ancêtres, notre
héritage? Ce que je peux en dire, c'est que on a vécu, pour certains, on a bercé dans l'idée que la femme, pour être une bonne femme, il faut qu'elle soit gentille, douce, qu'elle s'occupe bien des autres, qu'elle s'occupe bien de ses enfants, de ses parents, etc., de tout le monde sauf d'elle. Sur tous tes œufs, Voilà, hein? voilà, c'est ça. Ne pas Voilà. Et donc, trop parler. on grandit avec ça, et puis on se dit, bah, c'est normal, c'est logique. Bah, il faut que je m'occupe de mes parents, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe de mon mari, il faut que je sois gentille, il faut que je sois douce, etc. Il faut que tout le monde passe avant moi. Et on ne peut pas en vouloir à nos aînés. Eux-mêmes, ils ont vécu avec ça. Mais il faut ouvrir la voie maintenant, et la voie avec la voie VOX, pour pouvoir dire les choses. Et pouvoir dire que je dis non, je ne dis pas un gros mot, je dis juste non. Non n'est pas un gros mot. Alors qu'à une époque, dire non, c'était quelque chose de inconcevable parce que c'était l'interdit. C'était interdit. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la nouvelle génération, elle a ce soutien, elle a cet accompagnement où justement on va peut-être plus leur parler, plus leur expliquer les choses, alors que la génération des parents, justement, eux, n'ont pas bénéficié de ça. Est-ce que vous sentez un changement? C'est un changement qui arrive tout doucement. Parce que la génération de nos parents ont quand même encore un impact sur nous. Et c'est pour ça qu'on a tous ces espaces de parole qu'il faut ouvrir. Je parle beaucoup des femmes, mais il y a des hommes aussi qui le vivent. Ces espaces de parole qu'on ouvre justement aux femmes pour qu'elles puissent exprimer librement leurs émotions, leurs envies, leurs craintes, etc. Et qu'on puisse leur expliquer qu'il y a d'autres modèles qui existent, il y a d'autres paradigmes qui existent, et que le paradigme ancien, il est ancien. Là, elles peuvent choisir si elles restent dans l'ancien ou dans le nouveau. Et c'est leur responsabilité, et c'est leur choix, et il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime avoir cet espace de parole que je donne aux femmes où elles peuvent me dire, mais vraiment sans aucun jugement, tout ce qu'elles pensent, tout ce qu'elles ressentent, tout ce qui leur fait du bien, tout ce qui leur fait du mal. Et surtout, que la magie sorte d'elles-mêmes. Parce qu'il faut que ça sorte d'elles-mêmes pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre conscience de ce qui est bon pour elles et ce qui n'est pas bon pour elles. Et que ce ne soit pas calqué en toi, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Parce que ce qui est bon pour une femme n'est peut-être pas bon pour l'autre, etc. Et vice-versa. Est-ce que vous pensez que si vous aviez eu les réseaux sociaux à votre jeune âge, à 15-16 ans, vous pensez que ça aurait changé beaucoup de choses? Oui, si j'avais su les utiliser à bon escient, je pense que peut-être que j'aurais pas été assistante sociale, peut-être que j'aurais fait une carrière autre et beaucoup plus... Alors, j'ai rien contre mon travail, j'adore ce que je fais, mais je me serais pas freinée à assistante sociale parce que j'aurais vu qu'il y avait d'autres choses à faire, que les femmes peuvent réussir à faire des choses grandioses et que elles n'ont pas forcément besoin d'un tuteur derrière elles pour le faire. Elles n'ont pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être entrepreneur à succès, pour être femme d'affaires, ou bien pour être tout simplement une femme à la maison, mais épanouie. Épanouie. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes épanouie professionnellement, que vous arrivez à trouver l'équilibre? Parce que j'imagine qu'il y a aussi la vie de famille qui rentre en compte. Là où l'entrepreneuriat est là, le mentoring est très implanté maintenant dans votre quotidien, plus le travail d'assistante sociale. Comment vous arrivez à jongler avec tous ces rôles? Ça s'est fait tout doucement, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était pas forcément évident, parce que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est une mère de famille, l'entourage n'est pas très avenant, parce qu'ils comprennent pas, ils se disent « mais tu as déjà ton travail, pourquoi ?» Et ce qu'il faut, c'est que, comment moi j'ai fait, c'est que j'ai pas à lâcher. J'ai été jusqu'au bout parce que pour moi, c'est une mission de vie. Et je me suis dit qu'à un moment donné, ils comprendront. Ils comprendront que c'est important. Alors, j'ai trouvé un équilibre entre ma vie de famille,
ma vie professionnelle, enfin mes vies professionnelles et associatives. Et j'en parle. J'en parle beaucoup à mon conjoint, à mes enfants, qu'ils sachent ce que je fais et je les associe aussi à ce que je fais. Comme ça, ils voient ce que je fais et ils peuvent aussi se rendre compte que le travail que je fais, c'est pas seulement pour moi. C'est pour une communauté, c'est pour des enfants, des adultes, d'autres personnes, et ils sont partie prenante. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'équilibre en les associant à ce que je fais. C'est une manière de les faire prendre cette conscience, hein, conscientiser et prioriser aussi vos projets et ce que vous voulez faire. Je pense beaucoup que votre entourage a eu peur parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est en France, le métier d'assistante sociale, c'est pas forcément un métier très valorisé. C'est un métier aussi qui est en perte d'emploi parce que les jeunes ne veulent pas forcément se lancer. Ça devient très compliqué l'accompagnement aujourd'hui, surtout avec les jeunes, cette génération aussi. Est-ce que vous, à un moment donné, vous vous êtes pas dit j'arrête pour me consacrer que à ma passion? Non. J'y ai pensé à un moment donné. Alors peut-être que ça viendra un jour, hein, j'y ai pensé à un moment donné, mais ce qui est intéressant quand on est assistante sociale aussi, c'est qu'on a tout cet étayage social qui, moi, m'aide dans mes accompagnements, qui apporte un plus. Et le fait d'avoir toujours ce pied dans le social, ça me permet aussi d'avoir une veille sur toutes les lois qui sortent, tout ce qui peut m'aider à accompagner les femmes, parce que je le pratique au quotidien. Et tout de suite, quand une femme vient me parler de quelque chose, tout de suite, j'ai le déclic de dire, il y a un lien avec elle va avoir besoin de ça, je le mets de côté, etc. C'est pour ça que j'ai pas encore totalement lâché le travail social. Et puis aussi, c'est parce que aussi j'aime ce que je fais. Donc, si je peux allier les deux, pourquoi pas. Mais il n'est pas dit que dans un futur plus ou moins proche, il va falloir faire un choix. Parce que c'est comme ça. À part, avant qu'on parle du continent africain, parce que je pense quand même que c'est quelque chose qui doit vous trotter dans la tête, la santé mentale aujourd'hui commence quand même à avoir un impact social assez, j'ai envie de vous dire malheureusement, un peu trop sur la vie de tous. Comment on arrive, si vous avez des patients qui viennent au cabinet vous voir, comment vous arrivez à détecter qu'à un moment donné, il faut un dispositif spécifique pour telle personne ou un accompagnement précis parce que là, vous avez détecté en tant qu'assistante sociale quelque chose qui est de l'ordre du mental. Mais c'est pour ça, c'est aussi pour ça que je reste assistante sociale, parce qu'en étant assistante sociale, j'ai tout cet étayage de professionnels autour de moi que je peux questionner par rapport à ces femmes qui ont besoin peut-être d'une aide plus poussée que le coaching et le mentorat. Et ça me permet aussi d'avoir une porte d'entrée plus facile pour ces femmes vers ces professionnels. Des fois, le mentorat, le coaching, ça va être juste accompagner la personne vers le soin. Parce que d'entrée de jeu, elle ne va pas vouloir le faire, mais elle va se dire, je vais commencer par le coaching, et puis ça va aller. Et moi, mon travail, ça va être justement, une fois que j'aurai détecté ça, de l'accompagner vers le soin. Et c'est clair qu'en étant assistante sociale, j'ai aussi ces entrées-là qui me permettent de... Un vrai réseau autour de vous, de médecins, infirmières, voilà, c'est ça. Qui peuvent psychologues, aussi, psychiatres, etc. Pédopsychiatres, etc. Et ça, vous le constatez aussi que la santé mentale, mentale a un vrai phénomène. Ce qui se passe avec la santé mentale, c'est qu'on en parle maintenant. Avant, c'était tabou. Avant, c'était, excusez-moi du terme, des maladies de blanc. Il n'y a pas de maladie de blanc, il y a des maladies tout simplement. C'est juste qu'on ne pouvait pas concevoir qu'une personne africaine née en Afrique puisse faire une dépression, puisse faire un burn-out, etc. C'était pas dans les mœurs. Et ces personnes se retrouvaient des fois très malades.
On ne comprenait pas pourquoi. Elle développait des cancers, des ulcères, etc. Parce que tout était ancré en elle. Et à partir du moment où on a commencé à se poser la question de « mais pourquoi il y a tant de maladies comme ça qu'il n'y avait pas avant ?» On s'est rendu compte que oui, on garde les émotions en nous au lieu de les faire sortir. Quand moi je dis à une femme « mais tu sais, moi quand tu es avec moi, tu peux te permettre de faire sortir toutes les émotions, surtout si c'est moi qui les a provoquées », au début elles sont assez réticentes, et puis des fois, ça pleure, ça crie, mais c'est bien. Elles ressortent de la séance en se disant « oh, ça m'a fait du bien ». Parce que c'est le seul, pour certaines, c'est le seul espace où elles vont pouvoir pleurer. Elles ne s'autorisent pas à pleurer chez elles, elles ne s'autorisent pas à pleurer chez leurs parents, mais chez moi, elles savent qu'elles peuvent pleurer, qu'elles peuvent crier, elles peuvent s'énerver, tout ce qu'elles veulent, Ça elles fait peuvent un le peu faire. salle de psychologue, thérapeute. Alors, Mais vous vous définissez comme une mentor. Voilà. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Je suis une mentor et je ne suis pas psychologue. Après, c'est vrai qu'on travaille un petit peu ces aspects-là, parce que la santé mentale, c'est ça. Mais, comme je disais, ces espaces ces soupapes, comme moi je les appelle, permettent à ces femmes justement de faire sortir ce qu'il faut. Et si jamais je vois que ça va au-delà du mentorat, on travaille justement, comme je disais tout à l'heure, de s'accompagner vers le soin. On délègue. Bon. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour l'explication et ce rôle, ces doubles phases que vous avez dans votre quotidien. Donc, on y arrive, le continent africain. Ah, le continent africain, j'ai tellement de projets pour le continent africain. Le continent africain a vraiment besoin et se rend compte que la santé mentale, le mentorat, le coaching, c'est un plus. Ils s'en rendent bien compte. Et le continent africain aussi se rend compte que quand on est bien dans sa tête, dans sa peau, on peut aller beaucoup plus loin que quand on est mal. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, un chef d'entreprise qui venait de Côte d'Ivoire, justement, et on discutait justement du coaching, parce que pour lui, au départ, le coaching, c'était aucune importance et tout. L'arnaque. Voilà, l'arnaque. Et bon, on a fait une de séances, et je lui ai expliqué ce que je faisais, etc. Et il s'est rendu compte que certains freins qu'il avait, qu'il s'était mis lui-même, certaines pensées limitantes qu'il avait lui-même, en quelques séances, on avait réussi à bloquer tout ça. Et il m'a dit, mais je comprends pas parce que j'ai commencé à travailler avec toi et mon chiffre d'affaires a augmenté. J'ai dit, mais parce que tu t'es retrouvé tout simplement. Moi, j'ai rien fait de mal, j'ai juste fait sortir la magie qui est en toi. Parce que tout est en toi. Moi, j'apporte pas de potions magiques ou quoi que ce soit. Ni de baguette. Non, rien du tout. Vous avez tout en vous, c'est juste que vous le savez pas. Moi, je sais que vous avez cette chose-là en vous. Faites-la sortir. C'est tout. Je vous aide à prioriser et à les conscientiser. Voilà, c'est ça. Donc, on vous retrouve très vite sur le continent. Vous allez ouvrir peut-être un cabinet, une collaboration. Alors, sur le continent, j'ai 2 projets. Vous faites peut-être déjà des ateliers, non? Pas encore, mais ça va venir. Donc, on est en train de préparer, de voir comment on peut préparer ça en Afrique de l'Ouest, puisque je viens de l'Afrique de l'Ouest et que ce sera plus facile dans un premier temps. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est faire des ateliers, comme vous dites, où les femmes auraient le déclic. Ouais, le déclic. Donc ça, j'aimerais bien mettre ça en place, mais surtout pour les femmes qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont pas la possibilité de prendre un coaching en lambda. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et le deuxième projet, c'est j'ai un gros projet d'orphelinat de centre de formation. Et le coaching me permettrait justement de former le personnel justement à être bien elle-même pour pouvoir accompagner correctement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qu'elles auront entre leurs mains. Donc voilà. On peut dire aux téléspectateurs que vous êtes d'origine malienne. Oui, je suis malienne. Donc elle pense beaucoup au Mali. Je pense beaucoup au Mali. Je pense faire beaucoup de choses au Mali. On salue mais pas qu'au Mali. Les Maliens qui nous écoutent, bien sûr. Voilà. Alors je dis l'Afrique de l'Ouest, j'aurais dû plutôt dire l'Afrique francophone parce que moi je suis francophone et on va aller au plus facile quand même. Donc l'Afrique francophone et
voilà, je voudrais apporter quelque chose de plus, ma petite patte à, à ces pays où il y a des choses tellement magnifiques. Ouais. Et c'est un gros sujet, un sujet très lourd, parce qu'on sait que la santé mentale sur le continent africain est pas bien pris en compte, ou peut-être mal compris. Mal comprise, parce que pour certaines personnes, la santé mentale, c'est fou. Je suis folle. Quand on leur dit allez voir un psychologue, non, c'est pas la peine, je ne suis pas folle. Mais des fois, tu as vécu des choses tellement lourdes que tu as besoin qu'on t'aide justement à les faire sortir pour les remplacer par d'autres choses. Et c'est pas ta famille qui peut t'aider, parce que ta famille, tu lui en parleras pas. Tes amis, ils comprendront peut-être pas. Donc il faut que tu ailles voir un spécialiste qui n'a aucun lien avec toi et qui se fiche de savoir ce qui t'est arrivé. Tout ce qui va lui l'importer, lui, c'est que tu ailles mieux. Et là, il faut vraiment que les gens comprennent que aller voir un psychologue, un psychiatre ou un spécialiste, c'est pas être fou, c'est justement faire une preuve d'amour vis-à-vis de soi-même pour pouvoir avancer. C'est des professionnels que vous avez trouvés, par exemple, au Mali? Oui, au Mali, il y a... Ils sont nombreux? Ils sont pas assez nombreux. Ouais, ils sont pas assez nombreux, et puis ils sont pas... Comment dire? Ils sont pas... Comment dire? On a l'impression qu'ils sont un peu cachés. On les met pas en avant, alors qu'ils font un travail... Les valoriser. Ils font un travail extraordinaire, mais c'est pas un chirurgien, un méga chirurgien, donc non, un psychologue, on met de côté, un mentor, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que quand les personnes passent entre leurs mains, elles sont transformées. Et je dis souvent, une femme qui se relève après avoir vécu tout un tas de choses, c'est un mentor, c'est un coach, c'est un leader. Une femme qui se relève après avoir vécu des choses très compliquées, c'est un leader. Waouh! Merci en tout cas pour toutes ces explications, compréhensions qui viennent d'une professionnelle. L'émission arrive à sa fin. Si vous aviez un petit mot, un conseil pour ceux qui souhaitent entreprendre justement Fatoumata, ou qui voudraient se lancer peut-être dans le mentorat, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, si vous voulez vous lancer et que vous savez que c'est pour vous, allez-y. Parce que votre entourage, vos parents, votre famille vous aime. Elle vous aime, mais elle n'a jamais fait ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être qu'elle va essayer de vous décourager. Prenez-le pas, ne le prenez pas mal, prenez-le comme un challenge que vous allez mettre en place pour leur démontrer que ce que vous faites est plus grand que vous et que le résultat sera grandiose. Merci beaucoup en tout cas pour ces bons conseils. Et quant à nous, on se dit à très vite. C'était vraiment un bonheur de vous recevoir. Vous avez merci vu, de m'avoir invité. On pourrait rester encore des heures et des heures à parler de ce sujet tellement c'est intéressant. Donc, on espère vous avoir très vite, une fois que vos projets prennent place. Je reviendrai avec plaisir. Bon, l'invitation est lancée en tout cas. D'accord, merci beaucoup. À très bientôt Fatoumata. Prenez soin de vous et puis on vous souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et que ça grandisse. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si les gens veulent vous suivre? Oui, alors je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Fatoumata Magassa. Sur Instagram, Fatoumata Magassa avec 2 A. Et sur TikTok, Mousso Kunda. Voilà. Bien. On va vous mettre tout ça en lien, n'hésitez pas en tout cas. On vous retrouve sur les réseaux sociaux bien sûr pour voir ou revoir cette émission. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.